Donc d'abord merci au président Brandy, à Michel Troy-Cabanac et aux organisateurs de ces journées de m'avoir invité à vous parler de la pénibilité. Alors effectivement je vais revenir un peu sur les seuils et la façon dont ils ont été construits pour vous en dire quelques mots et sur le dispositif actuel tel qu'il a été conçu. Et après, parce que, bon, évaluer pour compenser et prévenir, voilà, on est sur de l'ambiguïté, sur même de l'opposition d'un certain nombre de concepts qui fait que, voilà, il faut regarder comment ces deux choses peuvent s'articuler. D'un côté, d'évaluer de la pénibilité pour compenser, de l'autre côté, d'évaluer des risques professionnels. Le rôle des services de santé au travail dans tout ça et comment finalement on peut s'en dépatouiller aujourd'hui, voilà, avec l'évolution à la fois du monde du travail, mais aussi de la médecine du travail. Donc, les principaux enjeux, effectivement, pour la pénibilité, c'est évaluer et pouvoir tracer un certain nombre d'expositions. Parce qu'aujourd'hui, en particulier, et c'est important d'un point de vue, là je parle professionnel de santé au travail, de tracer parce qu'on a des incertitudes sur un certain nombre d'effets à long terme qui persistent aujourd'hui et tracer aussi dans cette optique, pas seulement dans l'optique compensation, c'est un point important. Donc cette ambiguïté compensation-prévention, donc elle persiste aujourd'hui et donc il faut voir comment on s'en débrouille, en sachant que les dispositifs sur lesquels je vais revenir de 2010 comme celui de 2015, ils ont été orientés complètement aujourd'hui sur l'aspect compensation, beaucoup plus que sur l'aspect prévention, même si dans les intentions du législateur, cet aspect prévention est présent. Avec donc sur ces conditions de travail pénibles qui ont susceptibles donc d'avoir des effets à long terme, notamment sur l'espérance de vie sans incapacité. C'était déjà ce que Serge a rappelé ce matin dans le rapport d'Yves Struyou donc de 2003, ce que j'ai repris dans mon rapport de 2005, avec trois grands groupes de facteurs de risque professionnels qui ont été identifiés à ce moment-là, les contraintes physiques, les contraintes environnementales et les contraintes de rythme. Alors, compensation d'abord, c'était dans un souci évidemment de justice sociale hein, que ces dispositifs ont été pensés. Ici, je vous remontre avec des études récentes qui confirment les études plus anciennes, notamment les études françaises ici. Bon, là, sa persistance d'inégalités donc sociale de santé entre les différentes catégories socio-professionnelles et avec donc un maximum de diminution d'espérance de vie sans incapacité pour les gens qui sont inactifs et après un gradient qui va des ouvriers employés jusqu'au cadre supérieur. Voilà. Et si on prend à l'intérieur d'une catégorie socio-professionnelle aujourd'hui, on va retrouver ce même gradient en fonction des niveaux de qualification donc dans cette catégorie socio-professionnelle. Donc, le dispositif de 2010, comme il a été dit ce matin, c'était les facteurs de risque professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Donc, théoriquement, voilà, on aurait dû s'orienter vers un dispositif donc centré sur des expositions avec voilà, l'idée derrière de prévenir ces expositions qui pouvaient être à risque à long terme. Donc les trois types dont je vous ai parlé, les contraintes physiques marquées, environnement physique agressif, rythme de travail. Et il était même dit dans la loi de 2010 et dans les décrets qui ont suivi donc que ce dispositif et cette définition des facteurs de risque professionnels, de la pénibilité, faisait référence pour à la fois les dispositifs de compensation qui étaient mis en place en 2010, mais aussi devait faire référence sur la traçabilité, le suivi individuel des expositions, et puis sur la prévention, avec la mise en place d'accords ou de plans de prévention. Voilà. Aujourd'hui, y compris quand on fait le bilan des accords ou plans de prévention qui ont pu être passés dans les entreprises, on s'aperçoit que l'aspect très important qui était souligné par Serge Volkov tout à l'heure d'action d'amélioration des conditions de travail pour agir sur les différentes formes de pénibilité,
c'est pas réellement voilà, la thématique principale qu'il y a dans la majorité des accords ou des plans de prévention aujourd'hui, malheureusement. Ah, alors là... Ça a sauté carrément. Alors... C'est bon, voilà. Alors le dispositif 2014, lui, il est centré vraiment sur la compensation avec le principe d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, comme vous le savez, qui est effectif à partir de 2015 pour donc faire de la compensation chez des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. Cette compensation pouvant se faire soit pour un cumul de points, donc pour une formation pour favoriser les reconversions professionnelles, soit maintien d'une rémunération à temps partiel en fin de carrière, soit financement d'un départ anticipé en retraite de 2 ans maximum. Donc ce dispositif, pour répondre tout à l'heure à la question sur la fonction publique, pour l'instant il n'est pas institué pour la fonction publique. Par contre le dispositif de 2010, lui, est présent. Alors vous savez qu'il y a 10 facteurs de pénibilité qui ont été considérés, mais que seulement 4 aujourd'hui sont pris en compte à compter du 1er janvier 2015. Donc le travail de nuit, le travail en équipe successive alternante, le travail répétitif et les activités exposées en milieu hyperbar. Voilà, les 6 autres facteurs devaient être pris en compte à compter du 1er janvier 2016. Aujourd'hui, on nous dit 1er juillet 2016. Et au vu du dernier rapport qui a été produit hier sur la pénibilité par Michel de Virville et puis des élus, je ne suis même pas sûr que l'ensemble de ces facteurs sera pris en compte, y compris en 2016. Alors, par contre, ce dispositif actuel de 2015, voilà, à la différence du dispositif de 2010, qui était une approche déterministe, très clairement, voilà, le but était d'indemniser des gens qui étaient déjà malades, voilà, de l'exposition, des expositions professionnelles qu'ils avaient eues, notamment ces facteurs de pénibilité. Là, on est sur une approche probabiliste, c'est-à-dire qu'on nous a demandé, j'étais dans un petit groupe de travail qui était destiné à mettre en place ces seuils donc pour pouvoir servir de base de négociation donc au médiateur qui était Michel de Virville, voilà, avec les partenaires sociaux notamment, donc de fixer des seuils d'exposition technique avec une approche probabiliste donc à partir desquels on pouvait estimer qu'il y avait un risque qui était suffisamment significatif entre guillemets donc d'effet sur la santé, notamment à long terme une fois que les gens donc sont en retraite. Donc, comme ça a été rappelé, comme je le rappelais, en fait, la complexité des relations entre exposition professionnelle et santé est telle qu'aujourd'hui, pour l'ensemble des facteurs de pénibilité, on n'a pas vraiment de base scientifique claire et simple pour déterminer une relation dose-effet et donc des seuils à partir desquels, scientifiquement, il y aurait un risque et en dessous desquels il y aurait soit un minimum de risque, soit pas de risque du tout. L'exemple typique bon, que je prends toujours, c'est le travail de nuit en horaire alternant et ses effets à long terme. C'est pas simplement la durée cumulée d'exposition au travail de nuit qui va compter ici. C'est un peu pénible parce que ça n'arrête pas de sauter là. Mais c'est tout un tas d'autres paramètres qui conditionnent l'exposition aux paramètres de nuit, donc des paramètres d'exposition eux-mêmes, comme par exemple, bien évidemment, la vitesse, le sens de rotation, donc quand il travaille de nuit en poste non fixe, la durée des périodes de repos, les possibilités donc de pause pendant le travail, etc. Et puis des modulateurs d'effet à côté qui peuvent être l'âge. On a vu l'importance de l'âge par rapport au fait de pouvoir supporter un certain nombre de ces facteurs de pénibilité. Ça peut être les troubles du sommeil associés, ça peut être les chronotypes individuels des personnes génétiquement déterminés. Voilà, qui vont moduler ces effets. Et donc, on ne peut pas dire, voilà, au bout de tant d'années, il y aura un risque cardiovasculaire ou un risque de cancer lié à cette exposition, par exemple, au travail de nuit. Donc, l'idée derrière, c'est, on a essayé de mettre en place des seuils juridico-techniques, entre guillemets, qui puissent être simples pour pouvoir être évalués derrière, et qui associait une intensité, une temporalité d'exposition pour chacun des 10 facteurs d'exposition.
Alors, donc ces seuils, vous les voyez, donc ils ont été construits, comme je vous disais, à partir aussi des données qu'on pouvait avoir, des enquêtes sur les conditions de travail, et notamment, on a regardé en fonction d'un certain nombre de niveaux de seuil, en prenant comme référence l'enquête Sumer, que vous connaissez, puisque c'est l'enquête qui est faite par les médecins du travail. Donc, en prenant en référence cette enquête, combien, finalement, de populations pouvaient être concernées en fonction du niveau de seuil qui était pris. Et grosso modo, voilà, la négociation, l'idée qui était acceptée, qui a été poussée par la Direction générale du travail, c'était, voilà, il faut que, si on prend des seuils où 20% de la population Sumer rentre, ça paraissait acceptable. Voilà. Après, ces seuils ont été renégociés. La barre a été levée un petit peu plus et aujourd'hui, je crois que si on fait tourner sur Sumer, on ne sera pas à 20% des gens qui rentreraient donc, dans un niveau d'exposition. Voilà les seuils donc, qui ont été déterminés. Par exemple, pour le travail de nuit, donc 1 heure de travail entre 24 heures et 5 heures, 120 nuits par an. Voilà, c'est un seuil technique. Si on regarde aujourd'hui les grandes études de cohorte ou même les méta-analyses qui ont lieu en 2014-2015 sur travail de nuit et risque cardiovasculaire, par exemple, ou travail de nuit et cancer du sein, on s'aperçoit que pour un certain nombre de professions, on est à un niveau de risque significatif par rapport à des gens non exposés, c'est-à-dire qui ne travailleraient pas de nuit, pour des durées en heures annuelles et cumulées en années qui sont bien inférieures. C'est-à-dire que dès que vous avez dépassé 5 ans, aujourd'hui, à 1 heure de travail de nuit entre 24 heures et 5 heures, mais pas 120 nuits par an, mais simplement 30 à 40 nuits par an, vous êtes déjà dans des zones à risque sur le plan cardiovasculaire ou cancer. Donc je dis ça parce que derrière, en termes d'évaluation des risques professionnels pour les médecins du travail, et j'insisterai là-dessus, s'arrêter au seuil voilà, qui ont été fixés pour la pénibilité, à mon avis, très clairement, ça enlève donc une chance à un certain nombre de salariés qui sont exposés en dessous de ces seuils et qui ont bien entendu des risques réels, significatifs, donc d'effets à long terme. Donc pour le travail en équipe successive alternante, donc vous avez vu au minimum 1 heure de travail entre 24 et 5 heures 50 nuits par an. Pour le travail répétitif, ont été considérées soit donc des contraintes de rythme, donc sous cadence imposées donc pour un même geste, soit lorsque c'est un cycle de gestes, donc un temps de cycle, donc avec un nombre minimum d'exposition de 900 heures par an. Pour le risque hyperbare, là. Je reviendrai. Enfin, il y a 2 types d'activités en hyperbare. Il y a les plongeurs donc qui sont par exemple moniteurs de plongée, etc., qui vont faire plusieurs plongées quotidiennes mais courtes. Et puis il y a ce qu'on peut trouver d'ailleurs dans le bâtiment, qui sont des activités en milieu hyperbare qui sont exercées sur plusieurs heures, mais avec donc simplement 1 ou 2 interventions, par exemple, par semaine. Et donc là, ce qui a été déterminé, c'était un niveau de pression et puis un nombre d'interventions ou de travaux par an. Donc, voilà, des critères simples, autrement dit. Pour la manutention manuelle de charge et les postures, c'est deux des facteurs qui sont actuellement les plus discutés, parce que donc dans les partenaires sociaux, un certain nombre disent ça va pas être possible d'évaluer ça de façon individuelle chez les personnes, c'est une usine à gaz, etc. Enfin bon, je vous passe les différents arguments. Quand on fait d'évaluation des risques professionnels, dans les documents d'évaluation des risques, il y a un certain nombre d'indications qui sont portées qui montrent que l'on peut faire de l'évaluation voilà, en pointant sur des indicateurs de ce type aujourd'hui, que ce soit pour la manutention des postures pénibles ou encore pour les agents chimiques dangereux sur lesquels je vais revenir. Donc pour les postures, les températures extrêmes, vous voyez, donc je ne reviens pas en détail sur chaque facteur.
Sur le bruit, donc, ont été considérés à la fois donc les niveaux d'exposition moyenne et puis les niveaux de pression acoustique de crête. Voilà, sur les vibrations donc transmises au membran et à l'ensemble du corps. Voilà, donc tout ça, c'est des seuils, comme je vous dirais, techniques, hein, mais qu'il est possible, voilà, en tout cas c'est mon opinion personnelle, néanmoins d'évaluer à partir du moment où on fournit des référentiels clairs d'évaluation, comme on peut le faire pour l'évaluation des risques professionnels d'une façon générale. Voilà, et ça, les agents chimiques dangereux, je ne suis pas sûr du tout que ce soit pris en compte un jour dans la problématique de la pénibilité, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est celui qui fait le plus objet de débats et d'opposition, voilà, dans la prise en compte de ces facteurs. Alors, derrière ça, donc, le dispositif prévoit que donc, les entreprises vont déterminer les niveaux d'exposition de leurs salariés pour l'attribution des points avec donc transmission au CARSAT. Et donc Michel de Virville, il a continué de le faire dans son rapport donc, qu'il a remis hier, proposer un référentiel interprofessionnel d'appréciation de la pénibilité qui puisse se décliner en mode d'emploi dans chaque branche pour les différents métiers, de façon à mettre à la disposition des très petites entreprises et des PME des outils adaptés pour pouvoir évaluer au moins de façon collective la pénibilité et voilà, dégager des groupes homogènes d'exposition par rapport à ça. Et puis derrière, il y a une idée d'essayer de mettre en cohérence le dispositif pour l'aspect compensatoire et l'aspect préventif, en prenant en compte notamment dans l'appréciation des conditions de pénibilité la problématique des mesures de protection collective et individuelle. Et donc, voilà, d'où l'idée intéressante entre guillemets, de pouvoir prévenir ces expositions à pénibilité en mettant en œuvre effectivement ces dispositifs de protection. Deuxième point, il est dit que l'exposition doit être évaluée au regard des conditions de travail habituelles caractérisant le poste occupé, c'est-à-dire telles qu'elles sont en moyenne au cours de l'année. Et donc, si vous avez des travailleurs temporaires, par exemple, qui sont exposés, mais avec des pics d'exposition, voilà, il est clairement dit que c'est pas ça qui doit être pris en compte, mais c'est vraiment, voilà, les conditions moyennes du poste telles qu'elles peuvent se révéler au cours de l'année. Et puis, troisième idée pour essayer de mettre en cohérence les deux dispositifs, c'était donc de mettre en relation les différents documents, ceux qui sont nécessaires pour l'appréciation et l'évaluation des risques, comme le DUER, et puis ceux qui sont nécessaires à l'appréciation de la pénibilité, comme les plans de prévention, les accords collectifs, les fiches de prévention prévues dans le dispositif 2010 ou les fiches individuelles d'exposition telles qu'elles auraient dû être prévues aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vous savez peut-être, mais donc, comme on est revenu, le Premier ministre hier est revenu sur cette idée des fiches individuelles d'exposition qui doivent être transmises donc aux salariés par l'employeur. En fait, l'idée qui a été avancée, je crois, dans le rapport qui est tout récent là, de Michel de Virville, c'est plutôt d'annexer une partie pénibilité au document unique d'évaluation des risques. Ce qui ne remplace pas la traçabilité individuelle, bien entendu. Alors, ce qui est dit important quand même, c'est qu'il y a voilà, derrière des obligations quand même de moyens et de résultats pour la prévention, aussi bien pour les entreprises, mais aussi pour ceux qui vont être conseillés là-dedans, notamment les services de santé au travail. Donc, obligation donc, de réduction des polyexpositions aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils et d'adapter et d'aménager les postes de travail, bien évidemment, en conséquence. Et dans les contenus des accords, donc au plan de prévention qui devront être mis en œuvre par les entreprises, donc quand il y a un certain nombre de salariés qui sont exposés et en fonction de la taille de l'entreprise, voilà, il
il est bien dit aujourd'hui, à la différence que c'était dit en 2010, voilà, que les accords et les plans de prévention doivent voilà, mettre en avant cet aspect prévention par la réduction des expositions aux facteurs de pénibilité et donc ultérieurement intégrer des thèmes qui sont notamment l'adaptation de l'aménagement des postes de travail, comme on a dit aussi, la réduction des polyexpositions, mais aussi la réduction des expositions d'une façon générale à chacun des facteurs de pénibilité, et puis l'amélioration des conditions de travail au plan organisationnel, voilà, pour donner un petit peu de contenu, je dirais, à ces accords ou ces plans de prévention qui soient plus orientés vers la prévention et l'amélioration des conditions de travail qui ne le sont aujourd'hui. Alors la fiche individuelle d'exposition aux facteurs de pénibilité, elle avait un intérêt, c'est que voilà, c'est de pouvoir tracer les expositions individuelles, voilà. Et derrière, donc un intérêt à la fois évidemment en matière de prévention dans l'entreprise, mais aussi en matière de surveillance des salariés par les professionnels de santé au travail, par les médecins du travail, bien sûr, et derrière de fournir des éléments pour pouvoir mieux connaître les relations entre exposition professionnelle et effets sanitaires, notamment effets à long terme. Alors aujourd'hui, apparemment, c'est remis en cause, et donc ça implique d'autant plus pour les services de santé au travail et les médecins du travail de renforcer leur propre système de traçabilité et d'évaluation des expositions professionnelles, parce que ça risque de rester le seul système où on puisse avoir vraiment une traçabilité individuelle des expositions qui soit correcte, voilà, si tant est qu'on donne aux services de santé au travail les moyens de le faire. Alors, un point important, j'ai les titres de mes diapos qui ne sortent pas, donc je réfléchis à chaque fois pour retrouver ce titre. Un point important, donc, c'est le rôle des services de santé au travail et des équipes pluridisciplinaires. Donc, il est bien dit que donc dans la pénibilité, il va y avoir un diagnostic à faire par les entreprises, et donc forcément ils ont un rôle d'aide au diagnostic et à l'évaluation donc des facteurs de pénibilité, pour à la fois accompagner la démarche d'identification des situations de travail pénibles, mais aussi pour faire un certain nombre de propositions voilà, qui puissent être voilà, intégrées, en tout cas portées dans les accords, les plans de prévention, donc en matière de prévention de la pénibilité. Évidemment, quand on regarde, je reviendrai tout à l'heure, les trois aspects de la pénibilité qui ont été décrits par Serge Volkov ce matin, ils sont force de proposition pour un certain nombre de mesures de prévention, mais aussi d'aménagement des postes de travail. Et puis, il y a quand même un rôle important qui est donné au CHSCT. Alors, c'est pas uniquement ce rôle, mais un rôle important donc de mission, d'analyse d'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. Et donc, le fait pour les médecins du travail de participer au CHSCT fait qu'ils peuvent porter aussi dans ces instances un certain nombre de propositions. Voilà. Ensuite, l'aspect traçabilité, je vous en ai déjà parlé, j'y reviendrai, c'est quand même voilà, un enjeu majeur donc aujourd'hui pour les services de santé au travail, mais de toute façon, c'est la traçabilité des expositions professionnelles d'une façon générale. Voilà. Et puis derrière aussi l'information et la formation des salariés, bien entendu. Alors le problème, c'est que, comme je l'ai dit, évaluation de la pénibilité, évaluation des risques, c'est pas forcément les mêmes registres, c'est des logiques d'action qui peuvent être différentes, puisqu'on voit que le dispositif pénibilité est encore quand même très tourné vers la compensation plus que sur la prévention, et c'est des modalités d'évaluation qui sont pas forcément les mêmes. Et donc l'importance voilà, pour les équipes pluridisciplinaires et pour les médecins du travail, de distinguer les trois aspects de la pénibilité qui vous ont été exposés ce matin pour réfléchir derrière sur comment évaluer de façon intelligente et comment faire des propositions, donc que ce soit en matière d'amélioration des conditions de travail, d'actions ciblées, comme il était dit, ou même de valorisation des atouts d'expérience donc pour les travailleurs les plus âgés. Voilà, c'est des choses qui sont extrêmement importantes à prendre en compte si on veut évaluer correctement la pénibilité.
Alors les difficultés tiennent à un certain nombre de points. C'est qu'aujourd'hui, les conditions de travail pénibles, et elles sont très liées, et leurs évolutions sont très liées évidemment aux évolutions du travail et des organisations du travail actuelles. Voilà, ce qui a été dit par Serge, je le redis parce que je pense qu'il faut y insister aujourd'hui, c'est d'une part qu'il y a une persistance de la pénibilité physique, des contraintes temporelles ou de rythme, je vous en donnerai un ou deux exemples, une généralisation des horaires atypiques, voilà, et des contraintes organisationnelles d'horaires, voilà, y compris dans des secteurs comme le BTP. Des liens forts, je vais vous le montrer à partir de résultats d'études sur les expositions professionnelles, entre les facteurs de pénibilité tels qu'ils sont cités dans la loi, mais aussi d'autres facteurs organisationnels et puis aussi des facteurs de risques psychosociaux. Voilà. Et puis, la flexibilité accrue du travail, qui concerne la France, mais toute l'Europe en général, avec donc une précarisation des parcours professionnels, voilà, la généralisation de polyvalence, des emplois multiples, voilà, et donc des gens qui sont dans des contrats de plus en plus courts, et voilà, et pour lesquels aujourd'hui le dispositif de suivi par la médecine du travail a quand même beaucoup de mal à s'adapter à ça. Et puis l'émergence de populations vulnérables potentielles, qui sont la population des travailleurs vieillissants, des seniors, mais aussi d'autres populations concernées de plein chef par la pénibilité. Je pense par exemple à tout ce qui est travailleurs migrants, dont on a parlé ce matin. Alors en ce qui concerne le lien entre pénibilité et contraintes organisationnelles, bon, dans Sumer 2010, ça apparaissait de façon très très nette, où on voyait que notamment les catégories socio-professionnelles comme les ouvriers, les employés de commerce, les personnels de services étaient clairement à la fois les plus exposés aux facteurs de pénibilité, au cumul des facteurs de pénibilité, que des salariés jeunes étaient concernés, pas seulement les salariés les plus âgés, et dans les plus âgés, nombreux des salariés de plus de 55 ans étaient concernés, et puis qu'elle pointait entre l'association fréquente entre à la fois les pénibilités et des contraintes organisationnelles du travail, comme par exemple les baisses des marges de manœuvre ou le manque de latitude décisionnelle. Et voilà. Et d'autre part, l'enquête pointait bien que les salariés exposés étaient en plus mauvais état de santé perçu, avaient plus d'accidents de travail et d'arrêt maladie, et plus de limitations fonctionnelles, donc de l'usure, pour les salariés les plus anciens. Alors, on a fait, dans le cadre de l'ANSES, on est en train de faire une expertise sur tout ce qui est problématique horaire atypique, travail de nuit notamment et travail posté, et effets sanitaires. Et dans ce cadre-là, on a refait un petit peu une analyse de Sumer 2010 pour voir quelles étaient les différentes typologies de travailleurs de nuit qu'on pouvait individualiser dans Sumer 2010, et comment le travail posté ou de nuit s'associait à d'autres contraintes en fonction des différents secteurs d'activité. Et donc là, je vous donne un peu les données qu'on a pour le secteur de la construction notamment, qui a été regardé dans Sumer, qui montrait que le travail de nuit était le plus souvent soit occasionnel, entre guillemets, soit, en tout cas le plus souvent inférieur à 50 nuits par an, par rapport à d'autres secteurs évidemment qui sont concernés par du travail de nuit beaucoup plus fréquent. Mais, alors ça c'est très clair dans le secteur de la construction, ça apparaît bien dans Sumer que ce travail de nuit, même s'il est moins fréquent que dans d'autres secteurs, il est associé à une prévalence forte, là par contre, d'autres contraintes organisationnelles d'horaire, en particulier de l'imprévisibilité des horaires de travail, et des plannings en semaine ou week-end, et puis toutes les autres contraintes de pénibilité dont on a parlé, à la fois physiques, mais aussi des agents chimiques, le bruit, les vibrations, etc. Donc, ça c'est pour aller petit à petit vers l'idée que, voilà, si on veut vraiment évaluer les risques de pénibilité, c'est beaucoup plus large que de regarder si les gens sont ou pas en dessus ou en dessous de seuil. L'exemple du milieu hyperbar, donc en BTP, je pense que vous êtes plus concerné soit par la mention A, c'est-à-dire les travaux subaquatiques avec des opérations de génie civil, soit par la mention D, donc des travaux qui peuvent être en immersion ou à sec, donc par exemple pour les tunneliers, les soudeurs hyperbars.
Voilà, et là on montre bien aussi, quand on regarde les enquêtes, que cette contrainte de pénibilité, elle est bien associée à tous les autres facteurs de pénibilité, notamment, voilà, beaucoup d'autres facteurs de pénibilité, je veux dire, notamment les problèmes de contrainte posturale, de pénibilité physique, etc. Un autre point important, ça c'est des données donc de l'enquête CIP, donc de la DARES, qui ont été publiées en 2010, qui montraient bien le lien entre l'exposition aux facteurs de pénibilité classiques et la surexposition aux facteurs de risque psychosociaux de ces mêmes populations. Voilà, en particulier si vous prenez posture pénible et surexposition au RPS, vous voyez que c'est très parlant, mais c'est parlant sur l'ensemble de ces contraintes de pénibilité. Voilà. Donc il ne faut pas oublier la problématique RPS et pénibilité perçue, entre guillemets, à partir de là. Autre point important, donc je parlais de population vulnérable, les données de CIP montraient bien que les quinquagénaires, mais aussi les 50-74 ans qui avaient connu au moins une exposition à des facteurs de pénibilité tels que repris dans la loi, avaient aussi un risque significativement plus élevé d'être limités depuis 6 mois à cause d'un problème de santé dans leurs activités habituelles. D'où l'aspect important donc des deuxième et troisième aspects de la pénibilité qui étaient évoqués par Serge pour pouvoir voilà, prendre un certain nombre de mesures spécifiques pour ces populations. Pareil donc dans les enquêtes donc de l'adresse qui montraient là en termes de parcours professionnel, quand on comparait la population d'âge supérieur ou égal à 60 ans, ceux qui étaient sortis définitivement de l'emploi avant 60 ans par rapport à ceux qui n'étaient pas sortis avant 60 ans, bien voilà, c'était plus péjoratif en matière de trajectoire professionnelle, de cumul de pénibilité physique notamment, et puis donc des carrières notamment davantage affectées par une santé plus dégradée. Et donc, voilà, l'importance de regarder ça aussi en termes de parcours professionnel et dans l'analyse voilà, des risques qui peut être fait, d'avoir une vision qui soit aussi dynamique, pas seulement statique à un moment donné. De la même façon, donc, les données de la DARES montraient un état de santé plus fréquemment dégradé dans les parcours plus instables ou plus précarisants, qui sont caractérisés par des changements fréquents d'emploi, par exemple, déclassement social ou épisode de chômage. Voilà. Et donc, avec l'évolution du travail et des organisations de travail actuelles, voilà, cette problématique, évidemment, elle est au premier plan aujourd'hui. Donc, par rapport à ça, vous voyez que le travail des équipes des services de santé au travail, il est important à la fois pour mettre tout ça en visibilité, pour pouvoir tracer des expositions. Et quand je parle de tracer des expositions, c'est voilà, c'est pas au-dessus des seuils, hein, puisque ces seuils, comme on l'a dit, sont pas des seuils sanitaires, mais de façon à tracer des expositions pour pouvoir un petit peu avoir une idée des risques professionnels d'une façon générale liés à la pénibilité, à ces facteurs de pénibilité, de façon à hiérarchiser et avoir des conseils de prévention primaires ciblés à partir d'une bonne analyse des situations à risque. Voilà, ça veut dire une analyse fine des conditions de travail, des situations réelles de travail, avec une intervention voilà, possible des différents acteurs de l'équipe pluridisciplinaire et de leur point de vue, et en particulier avec le point de vue spécifique des médecins du travail, qui voilà, est capable de lier à la fois les problématiques d'usure ou d'effets sanitaires, de pathologie, d'impact sanitaire, aux expositions aux différents facteurs de la pénibilité. Et puis un rôle important par rapport aux différents aspects de la pénibilité qui ont été donnés, de conseils pour le choix et la pertinence d'action, à la fois pour prévenir des risques d'effets à long terme, mais aussi pour mieux gérer le vécu difficile des dernières années de vie professionnelle pour les travailleurs vieillissants, et puis mettre en avant, ce qui a été dit tout à l'heure, hein, les bonnes stratégies qui peuvent être utilisées ou qui sont utilisées donc, pour tamponner les effets de cette pénibilité chez ces travailleurs vieillissants. Alors tout ça, évidemment, ça demande à la fois une montée en compétence des uns et des autres, mais aussi de l'ensemble de l'équipe. Et donc, au final, pour conclure, voilà,
les gros enjeux pour les entreprises et préventeurs, c'est de... Voilà, alors ça va peut-être passer par les accords de branche, mais au-delà, dans les plans d'action et dans les accords donc de prévention de la pénibilité, il y a des enjeux vraiment de structuration de l'action, de coordination de l'action et de coopération pour relever, si on veut vraiment relever l'enjeu de prévention. Et donc là, il serait utile probablement de faire aujourd'hui à nouveau un bilan des plans des accords pour pouvoir mettre en avant les registres d'action qui sont efficaces, voilà, les plus efficaces. Et puis pour les services santé au travail, aujourd'hui, c'est de permettre vraiment les conditions d'une vraie action pluridisciplinaire. Et voilà, que chacun puisse intervenir de son point de vue spécifique, mais qu'il y ait une vraie action coordonnée. Ça veut dire donc formation adaptée des uns et des autres, et ça veut dire donc un fonctionnement ensemble, une appropriation un peu culturelle, voilà, des objectifs, des missions et des méthodes des uns et des autres pour pouvoir mettre ça en commun. Voilà. Et quand on regarde les enquêtes qui sont faites sur la pluridisciplinarité aujourd'hui, effective telle qu'elle est mise en place sur un certain nombre d'actions concrètes dans les services de santé au travail, on est quand même encore assez loin du compte. Voilà, et je pense que ce sera un des éléments importants à regarder aussi donc dans l'avenir. Alors aujourd'hui, vous savez qu'il y a un plan santé-travail numéro 3 qui est en train d'être écrit, dans lequel le mot pénibilité n'est pas prononcé. Alors c'est volontaire, on nous a dit, c'est parce que vous ne voulez pas mélanger pénibilité et plan santé-travail. Mais quand même, les deux grosses orientations premières de ce plan santé au travail, c'est améliorer la culture de prévention, voilà, en entreprise et pour les acteurs de santé au travail d'une façon générale, et en insistant sur le lien fort qui peut être fait entre efficacité de la prévention et aussi efficacité de la performance, entre guillemets, de l'entreprise. Donc en ne dissociant pas, comme Karine nous l'a rappelé ce matin, les aspects prévention des aspects production. Et puis le deuxième axe important, c'est quand même tout ce qui va concerner le maintien dans l'emploi, et il parle même de maintien durable dans l'emploi, le mot étant à la mode. Voilà. Et là, on ne peut pas faire l'économie, évidemment, voilà, d'un abord plutôt dans une optique préventive des aspects de pénibilité. Et donc, même s'ils n'étaient pas dans le plan santé travail, ils reviennent par un autre côté, tirés par la fenêtre, en particulier pour les problématiques de pénibilité physique, puisque quand même les TMS ont été remis dans le plan santé travail numéro 3 alors qu'ils avaient été sortis. Voilà un peu les choses que je voulais vous développer ce matin, et je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition pour vos questions.